Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Poirier, je suis le producteur multimédia au Musée canadien de la nature. Malheureusement, comme presque tout en ville, le musée est fermé. Mais aujourd'hui, on a eu une passe spéciale pour aller faire une petite visite derrière les coulisses du musée. Alors, on a du purel, on pratique le distancement social. Mon caméraman, il est pratiquement à 4 mètres de moi en ce moment. Et puis, on a beaucoup de purel. Bonjour tout le monde. On est devant ce qui est probablement un des plus beaux édifices historiques à Ottawa. Et j'aurais peut-être même le goût de dire au Canada. L'édifice commémoratif Victoria, aussi connu sous son nom anglais, The Victoria Memorial Museum. Alors, ici, on est dans l'entrée principale du musée. Si on avait pris la porte principale, c'est par ici qu'on rentrerait dans le musée. Vous pouvez voir ici la plaque commémorative du gouvernement du Canada, désignant le musée comme un endroit d'une grande signification historique. Une anecdote assez cocasse, de toute évidence, c'est un orignal mâle. Mais semblerait que dans les années 60-70, il y aurait une sœur qui était professeure dans une école catholique, qui était particulièrement offusquée par le caractère très masculin de, de notre orignal. Alors, l'orignal comme tel, il a été caché par un gros tapis pendant très longtemps. Mais maintenant, les mœurs ont définitivement changé et puis on montre notre orignal mâle dans toute sa splendeur. Alors, c'est très, très rare que cet endroit-ci est vide comme ça. Habituellement, le musée reçoit des milliers de personnes à chaque jour. Alors, il y a toujours plein d'actions ici. C'est ici que les gens font la ligne pour acheter leurs billets et choisir les activités qu'ils vont vouloir faire dans le musée. Alors là, ici, c'est l'atrium comme tel. C'est comme un corridor central où vous pouvez voir les 4 étages du musée. C'est un endroit vraiment spectaculaire, qui est très, très beau. Alors, nous sommes ici dans probablement ce qui est la galerie favorite de tous les enfants qui visitent le musée, c'est la galerie des fossiles. Ce qui est vraiment particulier de notre galerie, comparativement à plusieurs autres, c'est que 80 de tous les spécimens qui sont en exposition sont des véritables fossiles. Ça, par contre, ce que ça veut dire, c'est que 20 de ce que vous voyez qui n'est pas vrai. Un exemple de ça, ça serait la tête de Daspletosaurus que vous voyez ici. Alors, vous pouvez voir de la façon que l'animal est placé. Si c'est un véritable fossile, sa tête ici, ça veut dire que ce serait une roche, essentiellement. Alors, ça serait une masse qui pèserait plus ou moins 500 livres. Alors, avoir quelque chose de lourd comme ça, de suspendu à cet endroit-là, ça serait très dangereux. Alors, c'est pour ça que nous avons au musée le squelette original, le véritable fossile, mais ça, c'est une réplique qui pèse beaucoup moins que 500 livres. Un autre animal intéressant que vous pouvez voir juste ici, c'est le chasmosaure. Et on l'appelle le chasmosaure à cause des gros trous qu'il y a dans sa crête. Là, on va aller voir quelque chose de vraiment spécial. C'est une forêt où on a recréé, avec le plus grand souci scientifique, ces animaux-là pour démontrer de quoi il aurait eu l'air en vraie vie. C'est un peu une scène de chasse qui est recréée, si vous voulez, où on aurait une mère d'Aspletosaure et son petit qui sont à la chasse des chasmosaures. Un endroit très populaire ici et de toute évidence, ce que les gens aiment faire, le classique Instagram, c'est ça. Ici, on a ce qui est en fait le premier dinosaure que la grande majorité des Canadiens ont vu au début du siècle. C'est un Edmontosaurus qui était un gros végétarien, comme vous pouvez voir, très, très gros. Et si vous regardez attentivement, ce qui rend ce spécimen-là vraiment intéressant, c'est la peau. Si vous regardez en haut, vous voyez qu'il y a de la peau et il y a aussi des ligaments. Alors, ça permet vraiment aux paléontologues d'aller voir et de pouvoir imaginer comment que ça fonctionnait un dinosaure sous la peau. Le concept derrière la galerie des fossiles, c'est vraiment la transition de l'époque des dinosaures à l'ère des mammifères, qui, en fait, c'est nous, ça. Et ce qui est vraiment intéressant dans toute cette histoire d'évolution-là et de changement, c'est comment certains animaux se sont métamorphosés en quelque chose
qui est tellement différent de ce que c'était à la base. Un de ces exemples, ce serait ici, clairement un animal terrestre. Et ce qu'on voit, c'est que c'était un animal un peu comme un ours polaire, si vous voulez, qui aurait vécu aux abords des corps d'eau. On voit l'évolution de ces animaux-là, où on passe vraiment d'un animal qui est terrestre, un animal qui est beaucoup plus allongé, plus grand, qui serait plus propice à un milieu aquatique. Et puis en fait, on arrive en haut ici, puis on est vraiment un animal qui est presque 100% aquatique. Alors là, on vient de quitter la galerie des fossiles et on va monter au premier étage pour voir la galerie de l'eau. Et vous voyez, il y a des ascenseurs ici, mais la raison pour laquelle on prend les marches, en fait, il y en a deux. La première, c'est que ça nous permet de faire de l'exercice au travail. Mais la deuxième raison, c'est que les ascenseurs sont extrêmement lents au musée. Alors là, on s'apprête à rentrer dans la galerie de l'eau. Et quelque chose que plusieurs visiteurs remarquent ici, c'est qu'il y a une odeur vraiment particulière juste ici. Et ça devient particulièrement évident quand on rentre dans la galerie pourquoi cette odeur-là est présente. Et puis, le coupable de ce petit parfum maritime, c'est notre squelette de rorqual bleu qu'on a juste ici. Le squelette, si vous le regardez de près, vous allez voir que la majorité des os sont blancs. Mais il y en a qui sont tachés, ils sont comme plus bruns. Et la raison de ça, c'est qu'ils sont encore pleins d'huile. Alors, quand on a monté ce spécimen-là, on a assis tous les os dans une enzyme pour enlever l'huile. Mais de toute évidence, on ne l'a pas assez fait. Alors, à chaque année, au mois de janvier, le musée est fermé pour une semaine de maintenance et on recouvre toute la baleine d'un tissu avec ces enzymes-là pour enlever le maximum d'huile possible. On sort de la galerie des fossiles où on a vu vraiment des animaux gigantesques. Mais les gens ne réalisent pas que le plus grand animal qui a jamais vécu sur l'histoire de la planète est toujours parmi nous et c'est le rorqual bleu. Ce qu'on a ici, c'est même pas un adulte. C'est un spécimen qui était une adolescente. On dit qu'elle aurait eu autour de 8 ans quand elle est morte. Alors, à pleine grandeur, elle aurait été un quart plus gros que ça. Alors, ça serait encore plus impressionnant si c'était un adulte. Vous voyez, ici à l'arrière, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous allez voir qu'il y a une série de vertèbres qui sont des répliques, ce n'est pas des vrais os. Et la raison de ça, c'est en fait ce qui aurait été la cause de la mort de l'animal, probablement. Il y a deux hypothèses à ce sujet-là. Une étant qu'elle aurait été frappée par un bateau qui aurait cassé son dos. Mais l'autre, qui est probablement plus plausible que celle que nos chercheurs privilégient, ce serait qu'elle aurait été prise dans les glaces et son cadavre aurait été un peu broyé, si vous voulez, puis ça l'aurait cassé son dos. Alors ici, un autre petit truc assez intéressant, on voit des os qui semblent tout à fait superflus. Deux petits os ici. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était dans la galerie des fossiles, à la section où on parlait de l'évolution des mammifères, on voyait des os vestigiaux. Alors, ce serait comme ce serait un petit restant d'évolution, ce qu'on voit là. Ce serait le restant des pattes arrière de la baleine, qui sont vraiment, comme on voit, ils sont pratiquement en train de disparaître. Ce qui est vraiment fascinant, là, c'est imaginer de quoi cette baleine-là, elle aurait l'air avec toute sa chair autour d'elle, tous ses organes. On dit que dans une baleine adulte, le cœur, il pourrait être gros comme une petite voiture. C'est absolument incroyable. Et puis, une autre chose qui est vraiment le fun, puis quand les gens visitent la galerie de l'eau, ils ne s'en rendent pas compte parce que tout le monde regarde par en haut. Tout le monde regarde par en haut. Mais si vous regardez le plancher, vous allez voir qu'il y a une grande marque bleue ici. Puis ça prend toute la place que la chair de la baleine aurait occupée. Alors, voyez, la queue de la baleine, elle se serait rendue jusqu'ici. Vous voyez ici, il y a un espace entre la balustrade puis la tour. On dirait probablement 5 cm. Mais si on regarde en montant, là et là, vous voyez que l'espace croît de façon assez exponentielle. Et la raison pour ça, c'est que la tour, on voit qu'elle était vraiment en train de se détacher de l'édifice principal. Et c'est pour ça que l'espace, plus qu'on est en bas, plus il est petit, mais plus qu'on est haut, l'espace s'agrandit. Alors, quand la tour a été partiellement démolie, il était vraiment temps de le faire parce qu'une catastrophe s'en venait.
Alors, on est ici dans le Lanternon des Reines. C'est l'espace qu'occupait anciennement la tour comme telle. Ça a été remplacé par une structure de verre et puis ça fait vraiment un espace assez magique, que ce soit au beau milieu de la journée comme en ce moment, mais aussi la nuit où c'est illuminé. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à un des événements du musée des Natures Nocturnes, mais ici, c'est un plancher de danse et puis c'est la fête, c'est super amusant. Et aussi, si jamais vous cherchez un bel endroit pour un mariage ou quelque chose comme ça, c'est toujours un emplacement ici pour prendre des photos magnifiques. Quand le musée a été rénové en 2006 et 2010, l'équipe des expositions a fait un très gros travail pour vraiment donner un look plus moderne au musée. Mais ici, dans la Galerie des mammifères, on a opté de préserver un fil plus classique parce que la Galerie des mammifères comprenait des dioramas vraiment, vraiment spectaculaires qui ont été créés par un homme qui s'appelait Clarence Tillenius. Et les dioramas, ce qui est fascinant, c'est que c'était comme la façon de faire voyager les gens à l'époque et de leur permettre de voir qu'est-ce que les animaux iconiques du Canada auraient l'air dans leur milieu naturel. Ces dioramas-là, en fait, ils ont été créés par un homme qui s'appelait Clarence Tillenius et ils ont été développés et installés dans le musée entre les années 30 jusqu'aux années 50. Et vous voyez, le but du diorama, c'est vraiment de transporter la personne qui le regarde dans une scène naturelle. Quelque chose que les gens, avant les télévisions, pouvaient juste pas faire. Alors, dans la Galerie des mammifères, on retrouve des dioramas comme ça de tous les animaux iconiques du Canada. On a des cougars, des bisons, des loups, un orignal. Tous les animaux, tous les mammifères iconiques du Canada sont ici. On a ici des mouflons de dalle. Et fait assez cocasse, c'est un animal qui est reconnu pour avoir une adhérence vraiment exceptionnelle. On les voit sur des flancs de montagne, des endroits vraiment super dangereux. Et puis, ils sont capables de s'agripper avec leurs sabots. Et juste ça, c'est vraiment incroyable. Mais le fait cocasse est le suivant. En 2010, juste après que les rénovations du musée furent terminées, il y a eu un très, très gros tremblement de terre à Ottawa, autour de 5,1 ou 5,2 sur l'échelle Richter. Et si ce tremblement de terre-là était arrivé quelques années plus tôt, avant les rénovations majeures, on a dit que le musée aurait probablement subi des très gros dommages structurels. Mais vu que c'est arrivé après les rénovations, l'ensemble du musée s'en est très, très bien sorti. Et le seul véritable dommage qui a été répertorié, c'est les mouflons ici qui sont tombés. Alors maintenant, on s'en va à un endroit qui, habituellement, est rempli d'animaux vivants. Toutes sortes de petites bestioles, des insectes vraiment incroyables. Mais là, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En fait, la pandémie est arrivée en même temps qu'on s'apprêtait à faire un réaménagement des espaces dans le musée. Et Nature Vivante était sur le point de s'en aller au sous-sol à côté des papillons que vous avez vus plus tôt. Alors, c'est ça. C'est un endroit qui est dédié aux animaux vivants. Et en fait, c'est pratiquement comme une petite galerie des insectes, si vous voulez, parce que presque tous nos animaux vivants sont des insectes. Bientôt de retour dans le sous-sol du musée. La Galerie des oiseaux, ce qu'on va voir ici, c'est la plus grosse collection d'oiseaux canadiens en exposition dans le monde. Et vous allez voir que le traitement visuel de la galerie est vraiment intéressant. C'est fait pour que ce soit... tout est sur un fond blanc ou très, très neutre pour vraiment que les gens y portent attention aux spécimens en tant que tels et aussi à la richesse et aux couleurs des oiseaux qui est vraiment spectaculaire, comme vous pouvez voir. Et puis le fait que c'est tout sur des beaux fonds blancs, l'œil est vraiment attiré aux détails. On a ici les oiseaux provinciaux du Canada. C'est tous des spécimens assez bien connus, comme le harfang des neiges ou le jet bleu, ou encore le corbeau du Yukon. La tourte voyageuse. On jugeait que c'était important de la mettre dans la Galerie des oiseaux parce que c'est comme
un animal fort, si vous voulez, qui a déclenché vraiment un changement de mentalité. Et quand la tourte voyageuse est devenue pratiquement éteinte dans les années 1910, ça a comme été un éveil collectif sur l'importance de l'écologie. Et c'est pour ça qu'on la met là. On dit qu'il y en aurait eu plus de 4 milliards en Amérique du Nord. Quand la tourte était en migration, il y en avait tellement que ça pouvait noircir le ciel. Et vu que c'était un animal qui était très facile à attraper, ben, les humains l'ont surchassé. Et si vous voyez le nom comme tel de l'animal, tourte voyageuse, ben, tourte, c'est parce que c'était l'ingrédient primaire d'une tourtière qui est maintenant fait à base de porc. Alors, c'est un fait cocasse et triste en même temps. Le mésanget du Canada, communément appelé en anglais le Grey Jay, gagnant du concours de l'oiseau national du Canada. C'est un oiseau qui se trouve partout au Canada, partout sauf à l'île du Prince-Édouard, si je ne m'abuse. Et non seulement ça, c'est un oiseau qui a un caractère très jovial et qui a beaucoup de pep, un peu comme un véritable Canadien. Et puis, contrairement à plusieurs autres oiseaux, il ne migre pas, lui. Il passe l'hiver au Canada, comme la majorité d'entre nous. On voulait aussi vous montrer la galerie de la Terre, mais malheureusement, cire fraîche, ne pas entrer, travaux en cours. On se ferait des ennemis si on allait laisser des traces de pieds là-dedans. Mais ça vaut la peine d'être vu, la galerie de la Terre. C'est souvent la galerie qui est préférée des adultes au musée, parce qu'il y a plein de spécimens vraiment, vraiment beaux qui valent la peine d'être vus en personne. Alors, on arrive ici à la galerie de l'Arctique Canada Goose. Le musée jugeait que c'était très important de faire une galerie de l'Arctique parce que quand on y pense, l'Arctique, ça représente plus de 40 de la masse terrestre du pays. Et les gens ont la méconception que c'est un désert de froid et c'est tout, en fait, c'est tout le contraire. C'est un oasis de vie. Il y a tellement de biodiversité dans l'Arctique que c'est ça ce que la galerie voulait vraiment montrer aux gens et leur faire comprendre que l'Arctique déborde de vie. Alors là, on va aller voir une installation multimédia que le musée a créée en partenariat avec l'ONF, l'Office national du film. Si vous vous approchez, vous allez voir que ce qu'on a ici, c'est une structure de glace véritable. Quand on y touche, c'est froid. Vous voyez, c'est de la glace. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en dessous de la glace, on a une espèce de sculpture de métal qui est faite pour ressembler, en fait, à l'effet de la glace lors des grosses fontes, où que la glace forme des espèces de tours immenses, où que la glace cassée monte vers le haut. Et c'est fait pour représenter ça un peu. Et sur cette surface-là de métal, à l'intérieur, il y a du glycol qui est réfrigéré à une température de moins 12, moins 13. Et puis, vu que c'est froid, ça capture l'humidité ambiante et une couche de glace se forme sur la sculpture. Et un coup que ça se passe, ça prend approximativement 3 à 4 jours. On a une belle couche de glace avec un beau frimas blanc. Et il y a toute une série de projections de films et d'animations qui sont faites par des artistes du Nord. Et c'est vraiment une ambiance très, très spéciale qui est générée par la sculpture et par l'installation multimédia. C'est vraiment quelque chose d'unique dans le domaine des musées, une installation comme ça. Si bien qu'en 2017, ça a gagné le prix d'or pour American Alliance of Museums. C'est pas rien, ça. C'est la plus grosse alliance de musées au monde. Alors là, en ce moment, on va se diriger vraiment dans le cœur de l'exposition. En chemin, vous allez voir, si vous regardez sur le plancher ici, il y a une marque qui vous dit que c'est un endroit important. Et puis si vous vous mettez là et vous regardez droit devant vous, vous allez voir qu'il y a une œuvre qui se forme avec toutes les surfaces présentes. Et puis quand on est là, on a la bonne perspective pour voir l'ensemble de l'œuvre. Alors, dans l'exposition comme telle, il y a vraiment plein de choses intéressantes. On a ici, en fait, des éléments de la collection que le musée héberge pour le gouvernement du Nunavut. Et ce sont des artefacts de l'expédition Franklin. L'expédition, en fait, qui s'est terminée en tragédie parce qu'ils sont tous morts. Mais malheureusement, c'était
vraiment une expédition tragique et personne n'a survécu. Et ce qu'on a ici, c'est des artefacts qu'ils ont laissés derrière eux. Dans la Galerie de l'Arctique, on a un volet vraiment intéressant sur les changements climatiques. Et si vous regardez ici, on a une espèce de ligne du temps qui démontre à quel point l'Arctique change, puis comment que le changement climatique dans l'Arctique a toujours été présent. Puis comment, en fait, c'est comme un baromètre où les changements climatiques se passent beaucoup plus rapidement que partout dans le monde. Alors, comme vous pouvez voir, à une certaine époque, l'Arctique, il y avait des forêts tropicales. Et à ce moment-là, il y avait toute une panoplie d'animaux vraiment uniques qui étaient là. Une de nos chercheurs, dans les années 2000, est allée dans l'Arctique et elle a trouvé des fragments osseux d'un animal qui s'avérait être en fait un chameau arctique, un dromadaire arctique. Et c'était un animal qui aurait été, en regardant les fragments qui ont été trouvés, qui aurait été beaucoup plus gros qu'un chameau moderne. Et aussi, cette chercheure-là, nommée Natalia Rybczynski, elle a fait toutes sortes de découvertes dans l'Arctique, en fait. Si vous regardez ici, on a affaire à une créature qui s'appelle Puila, et c'est une espèce transitionnelle qu'on appelle. Un peu comme on parlait plus tôt dans la galerie des fossiles, où on voyait l'évolution des mammifères, ou que c'était un animal terrestre qui devenait un animal marin. Ici, on a affaire à c'est comme un phoque qui marchait. C'est comme un animal qui était en train de devenir un phoque. Et c'est ça, notre collègue Natalia Rybczynski avait trouvé ça dans l'Arctique en 2006. Le nom de la créature, c'est Puila darwini. À l'intérieur de la Galerie de l'Arctique, on a quelque chose qui s'appelle la Galerie des perspectives nordiques. Et ça, c'est un espace qui est réservé aux gens du Nord, pour on héberge en fait des expositions qui sont créées par eux pour vraiment donner une saveur authentique et véritablement nordique à l'expérience générale de la Galerie Arctique. Alors venez voir, en ce moment, on a quelque chose qui s'appelle Kilalukat, qui est une exposition itinéraire une exposition itinérante qui vient des territoires du Nord-Ouest. Et c'est ça, c'est une exposition qui parle de la chasse au beluga et de l'importance du beluga pour cette population-là. On voit ici ce que ce serait un campement de chasse où ils préparent la viande du beluga, où ils la font bouillir et ensuite ils la font fumer, comme on peut le voir ici. Venez voir, c'est vraiment impressionnant, c'est comme si c'est vrai. Voyez. Alors, c'est ça, la viande du beluga est fumée. Et puis ensuite, la viande comme telle est entreposée dans une espèce d'entrepôt souterrain de glace. Puis dans cet entrepôt-là, il y a une vingtaine de pièces et chaque pièce est réservée à une famille où la famille peut garder en préserve le beluga pour que ça leur dure tout au long de l'hiver. C'est une exposition vraiment fascinante qui va être ici jusqu'en 2021. Le Musée de la nature, c'est un édifice patrimonial. Et puis, à cause de ça, quand on a fait les rénovations, on cherchait vraiment à préserver le caractère patrimonial de la place. Donc, on n'a pas installé des nouveaux ascenseurs comme tels, mais on les a mis où les ascenseurs de service étaient. Donc, pour cette raison, ils sont très gros, les ascenseurs, et ils fonctionnent, mais ils sont aussi très lents. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la grosseur de l'ascenseur. Et la raison pour ça, c'est que ces ascenseurs-là sont utilisés, pour faire voyager plusieurs visiteurs à travers le musée, mais aussi, ils sont gros comme ça parce qu'on a à déménager des très gros spécimens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la galerie de l'eau, la mâchoire de la baleine bleue, c'était vraiment très, très grand. Il semblerait que quand la baleine a été déménagée, la partie de la mâchoire, elle allait ici, puis il y avait 1 centimètre jusqu'au mur, jusqu'en haut là. Alors, tout l'espace disponible était utilisé et puis on était capable de déménager la baleine en question. Mais c'est un fit assez serré. On s'en va dans le sous-sol du musée
pour deux raisons particulières. Il y a deux choses importantes qu'on aimerait vous montrer ici. La première chose, c'est où les grosses décisions du musée se prennent, dans le boardroom de la présidente, et puis aussi pour aller voir l'exposition des papillons vivants. On est ici dans le bureau de la présidente. C'est en fait ici que beaucoup des décisions sont prises au musée. Fait intéressant, on a ici une des illustrations qui avait servi au design du musée. Vous pouvez voir ici la tour qui était beaucoup plus imposante que même celle qui avait été construite originalement et qui a été défaite en 1915. Alors imaginez la tour avec cette espèce de couronne qui ressemble un peu à la reine Victoria en fait. Si le musée avait été bâti comme ça, la tour, elle se serait probablement écroulée avant même qu'on ait le temps de la tronçonner pour stabiliser l'édifice. Alors, on est ici dans l'exposition Papillons en liberté. Et puis, ça s'appelle Papillons en liberté parce que, comme vous pouvez voir, il y a des papillons qui volent partout autour de moi. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être pas voir à l'écran, mais que tu sens immédiatement quand on est dans la pièce, c'est qu'ici, il fait très, très chaud. Et puis, la raison pour ça, c'est pour que les papillons soient dans un environnement qui est le plus similaire à où ils viennent. Et puis, ces papillons-là, comme tels, ils viennent en majorité du Costa Rica et des Philippines. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs espèces. Il y en a au total 32. Et ils sont tous magnifiques. Ces papillons-là, c'est des Blue Morpho. Et puis c'est assez surprenant que si on les regarde comme ça, lorsque les ailes sont fermées, on ne pourrait pas dire qu'ils sont bleus. Mais aussitôt qu'ils s'envolent, ils sont absolument magnifiques. Puis c'est comme une métamorphose d'une métamorphose. Alors, on est arrivé à la fin de la visite virtuelle du Musée canadien de la nature. Merci d'être venu avec nous. Mais comme vous pouvez voir, c'est une place qui vaut vraiment la peine d'être vue. Alors, on espère que la pandémie va tirer à sa fin le plus rapidement possible pour que vous puissiez venir nous visiter. Alors, sur cette note, prenez soin de vous et au plaisir de vous recevoir au Musée canadien de la nature.